Ok, donc nous avons commencé l'enregistrement maintenant. Euh, voilà. Donc, comme je le disais en début, ce webinaire qui portera sur un article que nous sommes en train d'écrire, principalement le docteur Traoré, qui est en train d'écrire sur l'assurance maladie universelle en tant que solution à la couverture sanitaire universelle, perspective de l'Afrique subsaharienne. Donc, euh, j'aimerais passer la parole au docteur Ousmane Traoré afin qu'il puisse assez brièvement se présenter. Bien, merci. Bonjour Tetka, bonjour tous les participants. Merci donc de me donner l'opportunité d'échanger dans ce cadre très important qui porte sur une thématique d'importance capitale, à savoir l'assurance maladie universelle pour une couverture sanitaire universelle. Alors, je me nomme Dr Ousmane Traoré, je suis économiste, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, qui est une université qui vient d'être nouvellement bâtie à partir donc voilà, de l'université mère qui était appelée Université Ouagadougou. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara et membre du Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale, qui est le bras scientifique de cette université. Et c'est dans ce centre que je participe donc à ce webinaire. Alors, mon centre d'intérêt principal pour la recherche, c'est les inégalités de santé et d'accès à la santé en Afrique subsaharienne. Et pour aborder donc cette thématique principale, nous menons donc des réflexions sur des solutions telles que l'assurance maladie, c'est-à-dire la mutualisation des risques maladie pour atteindre donc cette solution, donc pour réduire les inégalités, voilà, d'accès donc à la santé et aussi réduire donc les inégalités de santé en Afrique subsaharienne. Voilà donc grosso modo ce que je fais donc, qui je suis et ce que je fais, voilà, et où je le fais. Merci. Merci, docteur Traoré. Maintenant, à vous, docteur Malal, s'il vous plaît, pouvez vous présenter brièvement? Donc, bonjour à tous et merci encore pour cette opportunité d'échanger avec la communauté. Donc, comme a dit en préambule Jean-Brice, donc moi je suis en Mauritanie en charge de la mise en place d'une assurance maladie pour le secteur informel. Donc, j'ai plutôt une expérience en santé publique, donc, et notamment sur les financements. Donc, voilà un peu le domaine dans lequel j'ai beaucoup plus travaillé. Et là, maintenant, je suis dans l'implémentation. Ok, ok, merci, Je fais docteur court. Malal. Oui, ok, merci. Donc, nous avons nos deux intervenants aujourd'hui et peut-être avant de leur passer la parole, j'aimerais présenter pour les nouvelles personnes, faire une rapide introduction à OpenIMIS pour celles qui sont nouvelles, celles qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, OpenIMIS, c'est un logiciel open source qui est soutenu par une communauté de développeurs, d'acteurs de mise en œuvre, qui a été développé est soutenu par la GIZ avec sur les fonds de la coopération allemande et de la coopération suisse et qui vise notamment à améliorer les mécanismes de financement de la santé. Donc c'est un logiciel et avec le logiciel nous avons une communauté également et des bailleurs qui mettent en œuvre les ressources nécessaires pour son développement et sa mise en œuvre dans plusieurs pays. Donc, OpenIMIS a commencé en Tanzanie en 2012, développé par la Suisse TPH, sur financement de développement suisse également. À l'époque, ça s'appelait IMIS. Ensuite, il a évolué vers OpenIMIS à travers plusieurs déploiements qui ont été faits notamment au Cameroun, ensuite au Népal, et en Tanzanie, pour maintenant couvrir plusieurs pays tels que la RDC, le Tchad, avec de nouvelles implémentations qui ont commencé en Mauritanie et au Niger. Et sur ce processus, OpenIMIS non seulement s'est modifié, il s'est diversifié, il s'est renforcé en tant que communauté avec de nouvelles communautés comme la communauté francophone qui s'appelle Toumaï, et également d'un point de vue technologique avec de nouvelles fonctionnalités telles que
le module d'intelligence artificielle pour les réclamations ou des modules d'interopérabilité et qui ont été développés et qui permettent à OpenIMIS de se connecter à diverses plateformes. Donc, aujourd'hui, nous ne parlerons pas essentiellement d'OpenIMIS, mais nous parlerons d'un sujet qui se connecte à OpenIMIS, qui est celui de l'assurance maladie. Donc, les processus d'OpenIMIS qui couvrent notamment l'assurance maladie incluent l'enregistrement des bénéficiaires, la gestion des bénéficiaires. Également sont inclus dans OpenIMIS la gestion des services de santé, des patients, des traitements qui sont fournis aux patients, qui peuvent être enregistrés pour une demande de réclamation ou de remboursement qui est faite, qui est transmise soit à la mutuelle, suivi à travers les différents formulaires de monitoring and de reporting. Et comme je le disais tantôt, nous avons également le module d'intelligence artificielle qui permet d'accélérer un peu le module de gestion des réclamations. Donc, OpenIMIS est mise en œuvre dans plusieurs pays, comme je le disais, au Cameroun, en Tanzanie, au Népal, au Niger, au Tchad, en Mauritanie, avec plusieurs prospections, expérimentations en cours en Éthiopie, au Rwanda, Soudan, Burkina Faso, entre autres. Donc, nous avons également OpenIMIS utilisé plusieurs qualifications d'OpenIMIS. Nous avons OpenIMIS pour l'assurance maladie qui est un des projets phares, mais nous avons également OpenIMIS pour l'assurance maladie communautaire, OpenIMIS pour le transfert d'argent, OpenIMIS pour les micro-assurances, gestion de fonds VIH et gestion des chèques santé. Donc, nous avons une forte communauté de développeurs qui a utilisé OpenIMIS dans toutes ses formes, dans des cas d'utilisation et qui sont disposés à appuyer toutes les implémentations d'OpenIMIS sur ces cas-là et d'autres. Donc ça, c'était en quelques mots pour OpenIMIS. Donc, nous allons commencer sur le sujet principal qui nous intéresse aujourd'hui, l'assurance maladie universelle en tant que solution pour la CSU, perspective de l'Afrique subsaharienne. Donc, aujourd'hui, nous aborderons essentiellement 3 points. Donc, nous avons ici une discussion dont nous n'aurons pas des présentations denses et la parole sera également donnée à nos participants qui ont également une forte expérience sur la question et dont nous aurons 3 points sur lesquels l'échange sera libre. Nous avons nos deux principaux intervenants, mais également nous aurons tous les participants ont la possibilité de prendre la parole s'ils le souhaitent. Donc, le premier point abordé sera les types d'assurance maladie qui ont été expérimentés ou qui sont actuellement en utilisation pour l'Afrique subsaharienne. Le deuxième point sera la trajectoire de l'Afrique subsaharienne et la couverture sanitaire universelle. Donc, nous avons une longue histoire et donc nous allons rapidement rappeler cette histoire-là et où nous nous trouvons actuellement. Et le troisième point portera sur les défis de la CSU en Afrique subsaharienne. Donc, quels sont les défis actuellement? Et ça sera l'opportunité également de partager avec chacun sur les possibles actions à mener pour surmonter ces défis-là. Donc, commençons par le premier point, les types d'assurance. Donc, dans le papier que le docteur Traoré a rédigé, il a mentionné principalement 4 types d'assurance. Le service national de santé, l'assurance maladie sociale, l'assurance maladie nationale et l'assurance maladie privée. Donc, pour vous, docteur Traoré, est-ce que vous avez une expérience de ces types d'assurance maladie? Et si oui, pouvez-vous la partager avec nous? Bien, merci encore une fois de plus, M. Terka. Pour ce premier point, alors, il faut le situer dans le contexte et voilà. Il est bien donc aux pays africains, aux pays en Afrique subsaharienne, d'avoir donc des référentiels, des repères. Il faut que nous sachions où nous allons dans donc notre démarche d'implémentation donc des systèmes de mutualisation du risque maladie. Alors, ça a cet effet qu'il convient donc de regarder un peu dans la littérature et aussi ce qui se passe ailleurs, quelles sont les grandes tendances en matière donc de mutualisation du risque maladie. Et d'où vient donc, c'est de là que proviennent donc les grandes typologies de l'assurance maladie.
énumérées donc à travers ces 4 typologies et qui sont bâties donc sur des critères d'identification bien précis, à savoir quel est le type de population que le système national de santé vise à couvrir. Est-ce que c'est spécifiquement les assurés? Est-ce que c'est toute la population ou alors est-ce qu'on s'intéresse plus aux groupes vulnérables? Donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est quel est le secteur principal qui va fournir les soins de santé? Est-ce que c'est le secteur public ou est-ce que c'est le secteur privé ou est-ce qu'on a donc une participation des deux, une intervention des deux secteurs? Ça, c'est le deuxième critère. Et enfin, le troisième critère, c'est de voir comment est-ce que l'État va jouer un rôle dans le système. Comment est-ce que l'État va jouer un rôle en termes de mobilisation des ressources, en termes donc d'administration, en termes de gestion. Est-ce qu'il s'agira donc d'une gestion centralisée ou décentralisée? Donc, lorsqu'on tient compte de ces différents critères, nous pouvons être amenés à identifier et théoriquement et de façon empirique donc ces 4 typologies d'assurance maladie. Quels sont les services nationaux de santé? Alors, le service national de santé est inspiré donc par les idées de William Beveridge, qui est spécifique donc, qui est un modèle anglo-saxon donc spécifique à l'Angleterre. Dans ces systèmes, donc, c'est l'État vraiment qui joue le rôle essentiel dans la fourniture des soins de santé et le financement. Donc, c'est l'État vraiment qui est omniprésent donc, sur le secteur. De l'autre côté, donc, vous avez l'assurance maladie sociale. Alors, dans l'assurance maladie sociale, ça, c'est inhérent donc au système de Bismarck, Otto von Bismarck. Donc, l'ancrage a été matérialisé donc en Allemagne donc vers la fin du 19e siècle, précisément autour des années 1883. Et ça, c'est un système qui est vraiment bâti donc sur la sécurité sociale, qui met beaucoup plus l'accent sur donc le secteur professionnel. Et vous avez, de l'autre côté, vous avez donc le système privé, l'assurance maladie privée, typique au modèle américain. Dans ce secteur, évidemment, c'est le secteur privé qui joue un rôle majeur et l'État intervient donc pour assurer un segment de la population, peut-être les groupes vulnérables. Voilà. Et très récemment, donc, on assiste donc à l'émergence d'une nouvelle typologie qui est l'assurance maladie nationale en Taïwan, donc notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Ce système, on peut le dire, il est à l'interface entre le système privé et le système national béoragien. Alors, donc, le secteur privé joue un rôle assez important avec un accompagnement, un suivi donc, de l'État qui joue un rôle très important dans la régulation. Donc, je pense que d'entrée de jeu, il faut que nous ayons donc ces grands repères, en fait, pour que nous sachions, chaque pays, dans nos pays, nous sachions vers où nous voulons aller. Il ne s'agit pas donc de prendre ces typologies et puis de les appliquer, mais il faut surtout tenir compte donc des contextes au niveau de chaque pays. Voilà, voilà ce que je peux dire donc sur cette typologie. Et pour dire qu'en termes d'implémentation en Afrique, on peut citer les exemples du Rwanda et du Ghana, qui ont un système national d'assurance maladie qui est donc qui s'arrime beaucoup plus à l'assurance maladie nationale type taïwanais, donc Asie du Sud-Est. Merci pour ce premier point. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci, Dr Traoré. Peut-être avant de passer la parole à nos participants, poser une question au Dr Malal pour lui demander s'il a eu l'opportunité d'expérimenter un des modèles ou de participer à l'expérimentation d'un des modèles décrits par le Dr Traoré. Et si oui, quelle a été son expérience ou quelle est son expérience? Oui, en fait, je dirais plutôt quelle est l'expérience de la Mauritanie vis-à-vis de ces outils, parce que il a dit dans l'article, hein, il a contextualisé un peu pourquoi est-ce qu'on parle maintenant d'assurance maladie, parce qu'on était pendant un moment à chercher des solutions par rapport à l'accessibilité de la population aux soins. Au début, l'État était l'État de Providence, donc avant le choc des années 90, on était encore dans les services de santé, le service national de santé. Ça veut dire que vous y venez, vous trouvez vos soins gratuitement.
Et ensuite, dans les années 87, avec l'initiative de Bamako, c'est là qu'on a repensé un peu comment est-ce qu'on doit financer un peu la santé et l'implication de la communauté dans la gestion. Et c'est là qu'on est arrivé dans les recouvrements de coûts, où on a dit, OK, l'État ne peut pas tout payer, donc on va laisser la population payer une partie des frais. Ce qui a conduit à cette précarité que vous connaissez, les gens sont tombés dans l'indigence parce que les frais étaient trop. Et il a fallu en ce moment penser à ces modèles mutualistes, en moment des mutuelles de santé pour que les communautés se sont organisées pour pouvoir aussi un peu faciliter leur accès à l'offre de soins. Donc, en Mauritanie, on a connu cette époque où les soins étaient gratuits. Ensuite, on est passé au recouvrement de coûts et il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives de solidarité mutualistes pour faire face aux dépenses de santé. Mais il y en a eu quelques-unes, en tout cas, on en trouve de part et d'autre dans la littérature. Et ce n'est que dans les années 2005 que l'État a décidé de mettre en place une assurance nationale, mais qui visait essentiellement, on va dire, le secteur public. Et c'était un modèle obligatoire et plus facile à gérer. Et ce n'est que récemment. Ensuite aussi, il y a une libéralisation du marché, donc il y a les assurances privées qui se sont mises en place. Mais il restait toujours une grosse proportion de la population mauritanienne qui n'était pas couverte. Et peut-être que je reviendrai sur l'expérience de la Mauritanie avec comment est-ce qu'on couvre le segment intermédiaire, que ce soit les vulnérables ou bien le secteur informel. Oui, ok. Mais nous avons connu un peu toute cette trajectoire. Oui, oui, merci. Nous aurons l'opportunité dans la suite de revenir sur la trajectoire justement de l'assurance maladie. Peut-être parmi nos participants, est-ce que nous avons une question des participants ou peut-être une expérience d'un pays, d'un autre pays? Vous pouvez juste ouvrir votre micro et prendre la parole. Georges, j'ai l'impression que tu essaies de dire quelque chose, mais on ne t'entend pas. On ne te reçoit absolument pas. Allô, bonjour Jean-Brice. Oui, là on t'entend. Bonjour. Et bonjour à tous. Je viens de joindre l'appel parce que j'étais dans une autre réunion, donc je vous suis. Ok. Tu avais un commentaire sur les types d'assurance maladie, peut-être une expérience à partager sur les types qui sont mis en œuvre au Cameroun? Ok. Pour le Cameroun, il y a diverses approches. Il y a des mutuelles qui fonctionnent dans les communautés. Et il y a aussi autre programme que le gouvernement a mis en place dans le contexte de la gratuité. Il y a la gratuité pour le traitement du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans. Ça, c'est une approche que le gouvernement a adoptée pour accueillir les enfants de moins de 5 ans par rapport à paludisme. Il y a aussi une autre approche qu'on appelle chèque santé. Là, on vend les chèques. Les chèques, c'est comme les billets que les femmes enceintes utilisent pour accéder aux soins quand ils sont enceintes. Donc, à partir de leur grossesse, du début de leur grossesse, ils peuvent accéder des soins dans le contexte de CPN, toutes les CPN et les complications qui sont liées à cette grossesse jusqu'à l'accouchement et le prise en charge des femmes jusqu'à 42 jours avec l'enfant. Donc, ça, c'est une autre approche que le gouvernement a adoptée ici au Cameroun. Et ils vendent cette chèque-là à 6 000 francs. Ça, c'est pour encourager les femmes, surtout les femmes dans les zones rurales, pour accéder aux soins en temps, parce qu'il y a beaucoup de cas là ici, dans les zones rurales, où les femmes ne vont pas à l'hôpital quand elles sont en grossesse jusqu'à peut-être 6 mois ou 7-8 mois. Et pour ça, il y a beaucoup de cas de décès des femmes ou l'enfant parce qu'ils n'approchent pas l'hôpital en temps. Et tout ça, c'est à cause de la pauvreté. Donc, cette approche, le gouvernement l'a mise en place depuis 2014 et ça a eu beaucoup de résultats.
Et il y a aussi une autre approche, on appelle ça HIV, user fees. Donc, ça, c'est la gratuité dans le contexte du VIH que le gouvernement a aussi mis en place. Là, maintenant, c'est pour la prise en charge les personnes qui vivent avec le VIH pour avoir leur traitement et leur suivi dans un contexte un peu gratuit. Donc, tout ça, c'est des approches diverses. Et toute cette approche diverse que le gouvernement a mise en place, c'est un état pour approcher la CSU. Parce qu'ici au Cameroun, nous sommes encore dans la réflexion de la meilleure approche qu'on peut adopter pour la CSU. Mais il y a beaucoup de programmes qu'on a déjà lancés. Il y a d'autres programmes qui sont toujours en cours. Et tout ça, c'est des étapes que le gouvernement essaie autre option, beaucoup plus des options, comment il peut approcher la CSE. Donc, ça, c'est un peu de ce qui se passe ici au Cameroun. Merci Georges pour ce partage. Est-ce que nous avons un autre intervenant? Sinon, nous passons au point suivant, qui est celui du dysfonctionnement du marché de l'assurance. Donc, nous avons évoqué précédemment le marché public, les marchés de l'assurance couverts par le secteur public et ceux qui sont couverts par le secteur privé. Nous avons également parlé d'une approche mixte, d'un type d'assurance maladie mixte. Donc, Monsieur Traoré, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, nous décrire un peu, selon vous, quelle est la principale cause du dysfonctionnement du marché de l'assurance? Vous l'avez évoqué dans votre papier. Pouvez-vous le partager ici avec tout le monde? Bien, alors, il faut dire que il existe un dysfonctionnement ou des dysfonctionnements sur les marchés de l'assurance maladie à partir du moment où tous les bénéficiaires potentiels n'ont pas accès au système qui est mis en place. L'intervenant donc du Cameroun vient de donner des exemples qui montrent clairement que pour les différents types de produits qui ont été mis en place, il y a eu donc des difficultés de prise en compte de toute la population pour des raisons qui sont bien connues, donc les questions de pauvreté. Donc, à partir du moment où une frange des bénéficiaires ou de la population n'a pas accès au système, il y a un dysfonctionnement ou c'est le résultat d'un dysfonctionnement. Alors, ces dysfonctionnements, donc, c'est traduit sur les marchés d'assurance maladie par, on va dire, la discrimination des risques, qui peut aboutir même à la sélection des risques. Vous allez avoir donc des systèmes qui vont fonctionner de nature à exclure une frange de la population, c'est-à-dire celle qui n'est pas en mesure de s'acquitter des primes, parce qu'elles sont fixées à un niveau moyen assez élevé qui ne les permet pas donc de payer, d'honorer. Donc ça, c'est un dysfonctionnement. Pourquoi l'assurance le fait? Parce que l'assureur se dit qu'il est face à plusieurs types de risques. Il y a des hauts risques, des bas risques, et il fixe donc une prime qui va donc être à un niveau moyen, et du coup, donc, la population la plus vulnérable financièrement se trouve exclue. Donc ça, c'est un problème, une première raison de dysfonctionnement, c'est-à-dire la discrimination des risques, qui est un exemple de sélection des risques. Voilà. La deuxième chose qu'il faut noter en termes de dysfonctionnement sur les marchés de l'assurance maladie, c'est la viabilité financière des systèmes, qui est due à un surcoût. On peut le dire, c'est un surcoût. Donc, on parle ici précisément de la maîtrise des coûts. Donc, ceci est dû donc à des comportements d'aléas de moralité des assurés. Et dans le domaine de l'assurance maladie, sur les marchés de l'assurance maladie, nous distinguons deux types d'aléas de moralité, c'est-à-dire c'est les comportements que l'assuré adopte une fois après qu'il a conclu un contrat d'assurance. Ces comportements donc s'analysent de deux sortes. Nous avons des comportements avant la maladie et les comportements après la maladie, que l'on appelle aléa moral ex post, ex ante. Ex ante avant la maladie, ex post après la maladie. Il convient quand même de souligner que ex ante, il y a peu de
comportement qui va conduire l'assuré à ne pas prendre soin de son propre état de santé, c'est-à-dire à adopter des comportements qui vont le rendre malade. Ça, bon, tout le monde aime être attaché, donc un prix donc, à sa santé. Le véritable problème qui se pose, c'est ex post. Une fois tombé malade, les assureurs sont confrontés à ce problème de surconsommation, surfacturation, qui se joue entre le patient et le médecin, donc le prestataire de soins de santé. Alors, ceci conduit beaucoup de types d'assurance maladie à être non viables financièrement, donc à être confrontés à des surcoûts, à une non-maîtrise des coûts, et ce qui peut donc rendre inefficace donc, le marché de l'assurance maladie. Donc voilà grosso modo les 2 modes de dysfonctionnement que je tenais à énumérer. Merci. Merci, Dr Traoré. Et à tous nos participants, vous pouvez également poser vos questions dans le chat pendant que l'intervenant est en train de réagir, ou si vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, vous pouvez saisir dans le chat et je poserai la question pour vous. Voilà. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, Dr Traoré, il y a un aspect important, vous avez mentionné les coûts, notamment avec la sélection des risques. Mais j'aimerais soulever un autre aspect qui est souvent ressorti dans certaines littératures que j'ai parcourues, c'est la qualité des soins. Alors, est-ce que la qualité des soins n'est pas un facteur de dysfonctionnement également du marché de l'assurance, étant entendu que les coûts sont également en fonction du service qui est rendu? Oui, c'est juste, M. Tetka. La qualité des soins y est aussi pour quelque chose. Quand on parle donc de dysfonctionnement donc, des marchés d'assurance maladie, en ce sens que le fonctionnement de l'assurance peut donc jouer sur cette qualité des soins ou mettre l'accent sur, on va dire, des soins je ne vais pas dire de mauvaise qualité, des soins, en tout cas, amener donc, entraîner la qualité des soins ou le volume, l'adaptabilité, jouer sur l'adaptabilité des soins, les volumes, voilà, à la baisse. Naturellement, donc, ces problèmes donc, sont fréquents donc, dans le système national de santé que j'ai présenté tout à l'heure, notamment le modèle anglo-saxon. Docteur Malal, pour le cas de la Mauritanie, est-ce que vous pouvez comment procédez-vous pour élaborer, pour déterminer les coûts, par exemple, d'une police d'assurance? Oui, Jean-Brice, avant juste de répondre à cette question concernant comment est-ce qu'on le calcule, je pense que quand on parle du dysfonctionnement du marché, c'est que nous, aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue de l'État, ce qui se produit, c'est qu'il y a une fragmentation des mesures de protection. Ça veut dire pour chaque problème, on va dire, OK, on va développer un petit programme pour couvrir la femme enceinte. On va avoir les indigents, on va dire, OK, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. On va avoir les handicapés. Donc, on stratifie la population. Au lieu de les mutualiser, de les regrouper, on fragmente. Donc, on crée pour chaque entité ou chaque problème de santé, on leur dit, OK, on va mettre une mesure de protection pour aider ces gens-là. Donc, ça c'est le grand problème. C'est pourquoi maintenant, dans la philosophie de comment arriver à une CSU, on se dit, attendez, il y avait des socles. Donc, il y a un socle, l'État est venu, il a permis certaines gratuités. Maintenant, comment est-ce qu'on gère mieux ces gratuités en faisant un meilleur partage des risques? Donc, ce qui nous amène à la question de comment est-ce qu'on calcule ces primes d'assurance. Finalement, ces primes d'assurance, ils sont calculés, avant de les calculer, on fait d'abord la conception du panier de soins. Ça veut dire qu'est-ce qu'on offre comme prestation. Et dans la philosophie de la CSU, c'est que généralement, il ne faut pas faire des doubles dépenses. S'il y a déjà des prestations qui sont couvertes par l'État, qui sont subventionnées par l'État, vous allez prendre les prestations qui sont manquantes pour pouvoir couvrir plus de prestations. Parce qu'on veut chercher à couvrir le maximum de prestations possible.
Donc, toute la réflexion qu'il y a eu au départ, c'est quelles prestations nous allons couvrir pour quelle frange de la population. Et nous, ici, c'était le secteur informel. Donc, il fallait arriver à un paquet relativement intéressant de prestations. Mais toutefois, il fallait aussi tenir en compte les besoins de la population. Ça veut dire qu'il fallait aussi faire cette étude pour savoir aujourd'hui, les populations, ils ont besoin de quoi? Est-ce que c'est des soins primaires? Est-ce que c'est des soins hospitaliers? Est-ce qu'on doit tenir en compte cette transition épidémiologique qu'il y a? Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maladies chroniques, par exemple, comme le diabète, l'hypertension. Que faut-on pour ces pathologies-là? Donc, une fois qu'on a établi tout ça, il fallait arriver à une tarification. Donc, arriver à identifier des coûts moyens de chaque prestation. Et malheureusement, dans nos pays, c'est qu'on fait souvent face au fait que parfois, en tout cas pas dans tous les pays, qu'il n'y a pas encore une tarification harmonisée des prestations. Et dans ce cas, donc, vous êtes obligé, nous par exemple, dans notre cas, on a été obligé à un moment de développer un outil pour pouvoir arriver à faire un costing des coûts. La même manière dont on le fait pour certaines maladies, comme avec le PALU, le VIH, c'est à peu près le même modèle qu'on a utilisé pour faire un costing des différentes prestations réalisées, par exemple, pour les soins de santé primaire. Donc, on a fait ça, ça nous a donné des coûts moyens de base. Donc, après, il fallait analyser les fréquences. Donc, on a analysé les fréquences de recours aux soins. Et ensuite, on a fait toutes ces pondérations-là. On a appliqué les matchs. Donc, faire ce qui est observé, ce qui est prévisionnel, la fréquence à laquelle on s'attendrait, le fait qu'on ait introduit une nouvelle assurance. Parce qu'il a parlé tout à l'heure des risques opérationnels que rencontrent les assureurs quand ils implémentent une assurance. Et nous, donc, on essaie de mettre en place, de donner des fréquences à ces différents risques-là. Surtout que nous, notre problème, c'est qu'on est encore dans une approche volontariste parce qu'on ne voulait pas d'emblée commencer par l'obligatoire parce que la population n'avait pas cette culture de prévoyance. Si on était dans un pays où il y avait déjà cette culture de prévoyance, on aurait pu facilement mettre un régime obligatoire pour ce segment de la population. Donc, ce qui fait qu'il fallait tenir en compte cette variable-là. Donc, on est arrivé à un montant de cotisation qui tient en compte le coût de la prestation en tant que tel, mais aussi les frais de fonctionnement de la structure. Donc, c'était relativement acceptable, mais maintenant, il fallait savoir quelle serait la part. On sait qu'aujourd'hui, on vise un secteur qui n'a pas de revenus réguliers, donc on ne peut pas faire des prélèvements tous les mois. Donc, il a fallu faire une enquête pour voir la propension à payer. Mais je rappelle tout simplement que dans le modèle assurantiel habituel, les assiettes de cotisation sont basées sur les revenus. Donc, comme on ne pouvait pas exactement arriver à estimer le revenu, donc on est parti sur une enquête qualitative pour voir leur propension à payer. Ça veut dire combien de personnes ils sont prêts à mettre et avec quel montant. Ce qui nous a permis en fait d'avoir une idée que si on fixait la participation de l'assuré à un montant X, eh bien, on aurait peut-être X personnes qui vont vouloir de notre produit. Donc, c'est ces jeux-là qu'on a eu à faire. Et en même temps, on a essayé d'une autre manière d'avoir une idée de combien est-ce qu'ils gagnaient pour voir, par exemple, si on restait dans une logique de certaines études qui disent que généralement, en prévoyance, les gens mettent 1,5 à 2% de leur revenu pour les soins de santé. On essaie d'appliquer ça sur leur revenu aujourd'hui. On essaie de voir ce qu'ils ont déclaré. Est-ce que ça a un sens par rapport aux revenus qu'ils ont? On voit si les données convergent ou pas. Et finalement, quand même, on est arrivé à déterminer un montant que l'assuré va payer. Et on a dit que pour que le modèle fonctionne, c'est pourquoi là, on sort des modèles mutualistes. On dit qu'il faut la participation de l'État. Parce que c'est une telle cotisation, même si elle est annuelle, parce qu'on est passé sur une cotisation annuelle du fait qu'on est sur une population qui n'a pas de revenus réguliers et qui sont assez faibles souvent. Donc, c'est comme ça qu'on a fait les stratifications. Donc, on est arrivé finalement à proposer un montant que l'État a décidé de subventionner. Donc, vous voyez, on est sur une assurance nationale, mais aussi qui est subventionnée. Donc, on a cette notion sociale dedans. Donc, c'est une assurance sociale en même temps aussi qui est contributive, parce que cette population avait une capacité contributive, vu que nous, quand on a analysé les comptes de santé aujourd'hui, la participation au financement de la santé était à hauteur de 53%. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur la question. Merci, merci. Et j'aimerais justement, à partir de ce point, aller directement au point suivant qui concerne celui des subventions pour les personnes vulnérables. Monsieur Traoré pense que pour l'assurance maladie obligatoire ou universelle, une subvention, c'est un bon plan pour booster la productivité ou améliorer la couverture universelle.
Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Et vous avez notamment évoqué la question de la propension à payer. Alors, pour des personnes vulnérables, comment est-ce que cela est pris en compte? Puisque est-ce qu'il s'agit d'une couche de la société différente de l'ensemble, ou est-ce que tout cela est pris en compte dans le calcul général? Ça, c'est une question pour le docteur C'est Malan. pour Oui. moi? Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, en fait, comme on le dit, parfois aussi, on ne peut pas se substituer à l'État. En fait, pour les personnes réellement vulnérables, ça dépend de ce qu'on appelle la vulnérabilité, parce que nous tous, on peut être vulnérables. Maintenant, c'est plutôt le critère de l'indigence qui est là. Aujourd'hui, beaucoup d'États se sont engagés du fait qu'ils financent déjà l'offre de soins et qu'ils veulent protéger la population. En tout cas, pour les gens qui sont dans la catégorie de l'indigence, ils décident de le financer. Donc, ça veut dire que l'autre cotisation, ça veut dire même si aujourd'hui, par exemple, dans le modèle d'une AMI, d'une assurance maladie universelle, on connaît par exemple le coût de la cotisation complète, d'accord? Les gens qui sont dans l'indigence, on n'a pas de capacité contributive. Donc, c'est à l'État d'envoyer leur cotisation. Donc, au lieu que ce soit l'assuré, là, cette fois-ci, qui paye une partie et l'État qui paye une partie, là, l'État s'engage à payer entièrement la cotisation. Donc, maintenant, dans les personnes aujourd'hui, chez nous, vulnérables, on a identifié, par exemple, les handicapés. Aujourd'hui, les handicapés, c'est carrément tout un ministère qui a décidé de les soutenir pour pouvoir les protéger face à la maladie. Donc, et pour maintenant, les gens qui sont dans l'indigence, il y a un programme qui est destiné un peu à réduire les inégalités, qui a décidé de disponibiliser un fonds, on va dire c'est un fonds d'assistance médicale en gros, qui va servir à couvrir la part de ces personnes qui sont dans l'indigence. Mais le meilleur modèle, c'est de ne pas, comme ces gens-là n'ont pas une capacité contributive, c'est pourquoi il faut toujours faire un pooling risque, ça veut dire faire une mutualisation dans lequel on a les plus riches qui cotisent, d'accord, même s'ils ne vont pas utiliser les soins, qui se met, si demain, par exemple, l'État ne peut plus gérer cette charge des personnes à l'indigence, ça veut dire que ce sera les riches qui paieront pour les pauvres. Donc, c'est pourquoi c'est important d'arriver à faire une très bonne mutualisation du risque pour pouvoir créer un modèle qui sera viable dans le temps, donc qui sera pérenne. Merci. Et cette question justement de la viabilité dans le temps nous amène directement sur le point suivant qui est celui de la durabilité. Mais avant de passer à ce point de la durabilité ou de la viabilité du système, d'un système mis en place, peut-être demander au docteur Traoré s'il a un commentaire ou une réflexion sur la subvention pour les personnes vulnérables. Monsieur Diop, docteur Diop a bien expliqué ce qui se passe en Mauritanie, à savoir l'identification donc des groupes vulnérables, comment ils procèdent, comment est-ce que donc les primes, les cotisations pour ce groupe-là est mobilisée donc par l'État. C'est l'État qui est vraiment le financeur principal, mais maintenant la question qui se pose, où il trouve les ressources. Ça, c'est très important. Naturellement, ça sera donc, ça va provenir des recettes fiscales générales, ce qui peut avoir donc des effets donc, de rétorsion donc encore qui peut impacter les groupes vulnérables. Je pense que c'est la problématique qui reste posée à laquelle il faut trouver donc des solutions pour en tout cas faire en sorte que cette subvention donc des groupes vulnérables soit encore davantage efficace. Comme il l'a dit, en tout cas, dans la plupart des contextes, la première cible, c'est les handicapés. Dans beaucoup de modèles, voilà, la première cible, c'est les handicapés. Maintenant, il vient qu'il appartient à la société de définir ce qu'elle entend par groupe vulnérable. Je pense qu'il a essayé de dire en Mauritanie ce qui est fait. Il y a voilà, il y a le ministère qui s'occupe des indigents. Je pense que donc la société s'accorde sur qu'est-ce qu'on entend par groupe vulnérable. Mais comme je l'ai dit, en tout cas, a priori, l'accent est accordé sur les handicapés. Voilà ce que je peux dire donc par rapport à ce point-là. Merci. Et donc, la question de la viabilité d'un tel système, parce que les systèmes d'assurance sont confrontés justement à des problèmes de viabilité, et vous avez évoqué aussi, docteur Traoré, la source de financement la source de financement de ce système-là qui souvent provient
des taxes ou des impôts ou souvent des subventions externes. Mais comment, selon vous, un tel système, des systèmes d'assurance, qu'ils soient mutualistes ou pas, peut être viable? Ça, c'est Dr Traoré, la question. Bien, alors, donc, la question de viabilité, à partir du moment où nous avons donc abordé les questions de subvention des groupes vulnérables, nous touchons donc la question de viabilité, à laquelle il faut ajouter même la maîtrise des coûts, la structure des coûts, des structures d'assurance elles-mêmes. Est-ce qu'elles ont une structure de coûts efficiente ou en tout cas, voilà, il faut que ces structures fonctionnent de façon même à maîtriser leurs propres coûts. On s'intéresse ici, donc on veut parler donc de la question donc, de la gestion, par exemple, administrative du système. Est-ce qu'en place, on a une gestion administrative qui est très flexible, qui est très souple et à moindre coût, voilà, qui limite les temps, voilà, de traitement, les temps d'attente, etc. C'est tous ces éléments qui concourent à rendre le système d'assurance viable ou non viable. On est sur la trajectoire des vols aériens, donc qui fait que oui, on a compris. Voilà. Voilà. Donc, pour faire face, en tout cas, pour rester viable, la plupart des grands systèmes d'assurance maladie entreprennent des réformes assez périodiques. Ces réformes consistent donc à déterminer la meilleure structure de coûts. Dr Diop a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on va déterminer donc les primes, comment est-ce qu'on va déterminer les montants de subventions. C'est des questions qui restent toujours posées et qui nécessitent d'être traitées avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de rigueur, afin donc de rendre les systèmes d'assurance maladie vraiment viables. Je pense qu'il faut arriver, la question c'est quoi? La solution c'est d'arriver à indexer les financements au risque, au profil de risque de la population ou des assurés. Comment faire en sorte que la subvention qui est orientée ou mobilisée ou versée donc pour tel assuré convienne effectivement ou coïncide effectivement à prendre en charge son profil de risque maladie. Et c'est la question qui doit être traitée assez périodiquement, étant entendu également une variabilité des profils de risque dans la société, quoi. Merci. Et docteur Diop, avez-vous abordé la question de durabilité au sein de votre organisation? Oui, effectivement. Donc, moi, je suis au sein du programme d'appui au secteur de la santé. Et donc, je suis dans la 5e composante, c'est le financement de la CSU. Et dans le cadre du financement de la CSU, donc, notre réflexion a reposé sur comment financer l'offre de soins par la demande. Et je pense, la première question que nous a posée le ministre, je pense, c'était la durabilité. Eh bien, comment est-ce qu'on va rendre ce système viable? Bon, on ne va pas réinventer la roue. Je lui ai expliqué que, vous savez, on parle certes des cotisations, mais on aurait même pu créer un modèle où on ne passerait pas par des cotisations. Parce qu'en financement de la santé, le plus grand problème, c'est la mobilisation des ressources. Et aujourd'hui, dans le domaine de la santé, il y a encore des niches, hein, surtout dans un pays comme le nôtre. Il y a énormément de niches fiscales, mais aussi de nouvelles recettes qu'on pourrait utiliser, hein, pour pouvoir financer cette protection sociale en santé. Donc, il a été question d'aborder un peu, de faire une cartographie un peu des ressources disponibles et de où est-ce qu'on pourrait, dans quel secteur est-ce qu'on pourrait mobiliser des ressources via des taxes. Et aujourd'hui, il y a tout un grand document qu'a fait le BIT, ou bien l'Organisation internationale du travail, qui a été un document de travail sur lequel au ministère, on a beaucoup analysé pour un peu identifier qu'il y avait en tout cas des secteurs. Si demain l'État n'avait pas les ressources financières pour pouvoir cofinancer cette approche, qu'on aurait pu faire des prélèvements. Par exemple, aujourd'hui, il y a le gaz qui va arriver bientôt. Aujourd'hui, on a des transactions financières qui sont réalisées, qui sont sous-taxées. On a la TVA comme l'exemple du Ghana qui a utilisé une partie de la TVA pour pouvoir financer ces mécanismes. Donc oui, il y a énormément de mécanismes aujourd'hui
Ça, c'est d'une part. Et de l'autre côté, comme on a dit, hein, l'État-providence n'existe pas. Donc, il faut que les gens aussi, qu'on puisse les mutualiser. Donc, on y ait ce partage de risques entre les plus riches, les moins riches, donc pour pouvoir soutenir encore ce système. Donc, en fait, c'est les deux approches. Mais nous, en attendant, je pense que le financement de la santé aujourd'hui, on est encore très loin des 15%, on est autour de 6% du budget. Mais en explorant un peu ces niches, il y a moyen de collecter plus de fonds pour pouvoir permettre une meilleure protection de la population. Donc, l'État pourra vraiment remplir son devoir pour investir dans ces organisations qui sont en charge de la protection sociale en santé. Merci, Donc, voilà merci. ce que je pouvais dire. Merci pour cette intéressante contribution. Monsieur Timera, vous avez une question? Vous avez levé la main. Bonjour à tous. Merci au Dr Diop pour cette brillante présentation et ainsi qu'au Dr Traoré. Donc moi, j'ai juste une petite question par rapport au... Bon, ce que j'ai déploré dans la présentation du Dr Traoré, parce que c'est en fait une étude qui est faite sur l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'aurais aimé qu'on ait plus d'exemples de pays par rapport aux différentes thématiques qui ont été abordées. Qu'est-ce qui se passe dans les différents pays? Quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés? Comment est-ce qu'ils ont essayé de trouver des solutions, etc., etc. Donc, par rapport à la viabilité, bon, moi, je ne sais pas. Bon, parce que pour moi, un système qui est viable ne doit pas dépendre, par exemple, des cotisations de l'État. Parce que dans nos pays, les États ne sont pas très rapides dans le déboursement des soins. Donc, ce qui fait que souvent, la plupart des assurances maladie sont confrontées à des dettes au niveau des prestataires de soins. Donc, je pense que c'est un peu récurrent, c'est un peu ce qui se passe un peu dans la majorité des pays. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas eu une étude qui prouve que, par exemple, en rendant obligatoire les cotisations, c'est-à-dire mettre des cotisations moindres, par exemple, se débrouiller pour que toute la population cotise, mais à un taux très faible, et que ces cotisations-là puissent prendre en charge le financement de la santé. Est-ce qu'il y a eu des études qui l'ont fait? Parce que, bon, en général, si on a 10 millions d'habitants, bon, je ne sais pas les 10 millions qui vont tomber malades tous les mois. La proportion qui va à l'hôpital est très faible. Donc, d'où la solidarité. Est-ce que peut-être il y a eu des études où un pays qui, par exemple, en mettant des taux de cotisation très faibles, en se disant que quand la masse arrive, elle pourra prendre en charge tous les risques maladie. Est-ce qu'il y a des exemples qui existent? Donc, des assurances qui peuvent travailler sans la contribution de l'État. Merci. Merci, Monsieur Timera. J'aimerais, si vous le permettez, diriger la deuxième question vers le docteur Malel qui a évoqué justement une approche un peu moins, qui s'appuie un peu moins sur les bénéficiaires et plus sur l'État. Et M. Timera, lui, pense que l'opposé serait plus viable. Qu'en pensez-vous, que pensez-vous de cela, M. Dr Diop? En fait, c'est le juste milieu. Il a parfaitement raison d'évoquer le point de la subvention de l'État dans nos modèles. C'est vrai que, en fait, tout dépend. Si on est au démarrage, le soutien de l'État est obligatoire. D'accord? Il y a un exemple, par exemple, demander un exemple, c'est vraiment le Rwanda, par exemple, aujourd'hui, qui a rendu, par exemple, l'assurance obligatoire chez lui, mais même d'autres pays l'ont, mais c'est un exemple assez frappant parce que eux, aujourd'hui, la cotisation est vraiment très bas. Hein, elle est aujourd'hui autour de $6, si je me rappelle bien. C'est vraiment insignifiant hein, par rapport aux prestations qu'il couvre. Donc oui, c'est possible, si l'assurance est rendue obligatoire, de se reposer beaucoup sur l'assiette de cotisation. Mais toutefois, quand même, quand on met ces genres de mécanismes au démarrage, l'implication de l'État, elle est importante. Donc, d'où l'importance de rechercher quand même des moyens, même si l'État n'en dispose pas, d'analyser un peu toute cette assiette de recettes possibles de l'État pour voir où est-ce qu'on peut prélever de l'argent pour au moins quand même au démarrage assister à la mise en place de cet instrument qui est l'assurance maladie universelle. Donc oui, il faut trouver le juste milieu, mais rendre ça obligatoire, parce que nous, par exemple, comme je le disais, on est sur une approche volontaire au début, mais il a été expliqué clairement aux décideurs politiques que pour qu'on puisse arriver vraiment
à une durabilité, à une viabilité du modèle, pour vraiment arriver à l'assurance maladie universelle, comme le nom l'indique, il faut le rendre obligatoire, ce qui sous-entend que dans le cas de la CSU, qui doit accompagner, il faudrait qu'on travaille aussi sur l'offre de soins, parce que c'est bien beau de mettre un mécanisme par là, mais il faudrait qu'aussi les gens trouvent les prestations de l'autre côté, parce que si on les prélève de l'argent et qu'après le service rendu, surtout si c'est obligatoire et que le service rendu est médiocre, vous aurez beaucoup de plaintes à gérer. Voilà. Merci, Dr Diop. Maintenant, peut-être la première question pour le Dr Traoré. Avez-vous intégré dans votre recherche d'autres pays en dehors des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le cas du Rwanda qui semble être un bon exemple, qui présente un bon modèle? Avez-vous intégré d'autres pays dans votre recherche? Si, c'est fait. Je vais bien rassurer mon cher ami que c'est fait. Même si on n'a pas vraiment détaillé les exemples pays, hein, en tout cas, on a regardé ce qui se passe ailleurs. Il a cité le cas du Rwanda, ça a été pris comme un exemple. Il y a le Kenya, il y a le Sénégal même qui est cité, il y a le Mali, il y a le Ghana à côté, voilà, nos voisins, voilà, qui sont vraiment cités comme des exemples. Et parmi les exemples africains, les seuls pays qui parviennent à avoir un taux de couverture au-delà de 20%, ne sont que 3. Hein. Il y a le Rwanda, il y a le Kenya et puis il y a la Tanzanie. Voilà. En tout cas, 3 pays qui parviennent à avoir des taux de couverture au-delà de 20%. Mais les 3 pays ont en moyenne 50%. Le Rwanda est en tête avec pratiquement 70% de taux de couverture, comme il a dit. Mais qu'est-ce qui justifie ces résultats? C'est justement les subventions. Dans ces pays, l'État contribue énormément, bon, on va le dire, en subventionnant donc, le système. Donc, cela m'amène à toucher donc, le deuxième volet de sa question pour dire que l'intervention de l'État, surtout dans le contexte, en tout cas, à mon sens, est obligatoire, c'est nécessaire. Et même dans les pays développés, les expériences sont prouvées. Et théoriquement aussi, les analyses montrent que même si vous avez des systèmes d'assurance maladie universels, c'est-à-dire vous mettez tout le monde dans le même système, dans le même régime, question de mieux mutualiser les risques, parce que l'assurance est quoi? L'assurance est viable et efficace, ça fonctionne bien lorsque la population assurée est grande et le risque faible. C'est la condition en fait. Il faut que le risque soit faible, ce qui n'est pas une évidence. Donc, avoir des assurances obligatoires et en ramenant les risques, la prime à un niveau bas, vous ne serez pas évidemment en mesure de couvrir tous les risques. Et à l'intérieur, on va tenir compte des questions d'équité, équité entre pauvres et riches, équité entre malades et non malades. Pour prendre en compte toutes ces préoccupations, malades, non malades, pauvres, riches, il faut évidemment que les États interviennent pour subventionner donc les groupes vulnérables. Et ça, c'est démontré vraiment théoriquement. Hein, et les faits aussi révèlent que, en tout cas, la plupart des systèmes d'assurance, l'État est amené, en tout cas, à intervenir, comme Dr Diop l'a dit, surtout au début, dans la phase d'implémentation, et même avec le temps. Il est faux, c'est très important, parce que la gestion du risque maladie, vraiment, c'est une question très, très à prendre avec beaucoup de précautions, quoi. Voilà ce que je peux dire sur l'intervention donc du cher collègue. Ok, merci. Et cela nous amène également directement sur le second point qui est celui de la trajectoire de l'Afrique subsaharienne vers la couverture sanitaire universelle. Donc, le Dr Traoré ici a élaboré une figure qui nous montre un peu l'évolution que je peux résumer de la trajectoire de l'Afrique subsaharienne vers la CSU. Et je pense que cette évolution intègre non seulement les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également les pays d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud également. Et Dr Traoré, donc, on dit souvent, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, de cette figure, il semble y avoir une histoire
assez ancienne sur la CSU et nous avons un objectif 2030 pour une CSU réelle, je l'imagine. Alors, selon vous, à partir du point de départ initial vers l'objectif qui a été défini, comment présentez-vous la trajectoire des pays d'Afrique subsaharienne? Merci. Alors, l'objectif, c'est la couverture sanitaire universelle. Il faut le dire pour fixer les idées. C'est quoi? C'est une situation à laquelle, c'est une situation où la population a accès aux soins de santé au moment opportun, en quantité et en qualité nécessaire et sans souffrir des barrières, donc des obstacles, les obstacles financiers. Donc, ça, c'est l'objectif consigné donc, dans l'objectif 3 donc, des ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Bien, donc, à partir donc, de cet objectif, la trajectoire donc, des pays d'Afrique subsaharienne se dessine comme présenté avec ce graphique-là. Alors, l'expérience des pays de l'Afrique au sud du Sahara en matière donc, de mutualisation de risques maladie peut-être est arrimé donc au système de sécurité sociale. Donc, on peut penser au modèle bismarckien, qui est une des typologies donc, de l'assurance maladie. Donc, tout part donc des systèmes de sécurité sociale qui ont été mis en place dans les pays. Et, au début, tous les pays n'ont pas une couverture généralisée, une prise en compte une grande variété de risques qui sont pris en compte dans les systèmes de sécurité sociale. Ce qui fait que le risque maladie a été exclu ou n'a pas été pris en compte dans la plupart des systèmes de sécurité sociale. Donc, c'est à partir de cet instant que s'est posée donc la nécessité pour les travailleurs du secteur formel de mettre en place des mécanismes qui vont prendre en compte le risque maladie. Donc, on a abouti donc, avant donc, les années 90 à la mise en place de ce qu'on va appeler l'assurance maladie pour le secteur formel, qui était fait sur une base obligatoire ou une base privée. Une base obligatoire, vous avez donc la sécurité sociale donc, professionnelle, et une base privée, vous avez donc des mutuelles corporatistes, donc des travailleurs qui décident ensemble donc, de mettre un système en place pour gérer donc, le risque maladie. Donc, ça s'est fait, donc, ça a été donc fait avant les années 90. Ça, c'est vraiment la première étape, la première véritable étape de la gestion du risque maladie dans les pays en Afrique subsaharienne. Donc, la genèse montre que c'est un processus qui est assez récent, qui est très récent. Pendant que les pays industrialisés ont implémenté les systèmes vers la fin, pour ceux qui l'ont fait en retard, vers la fin du 19e siècle, on rappelle que le modèle bismarckien a été implémenté à partir de 1883. En 1883. Il y en a de même pour les modèles de beurrage. Donc, l'expérience des pays en Afrique subsaharienne est vraiment récente. Et c'est véritablement à partir des années 90 qu'on a assisté à un développement de ce qu'on va appeler les mutuelles de santé. L'objectif de ces mutuelles de santé, c'était la prise en compte de la grande frange de population qui est exclue donc, du système formel, c'est-à-dire donc du système de protection sociale formelle donc pour les travailleurs du secteur formel. Donc, comment prendre en compte le secteur informel? On a donc assisté au développement des mutuelles de santé avec l'appui de beaucoup de coopérations internationales. Par exemple, au Burkina Faso, le système mutualiste a été beaucoup implémenté avec l'appui donc de la coopération belge, la Belgique. Alors, donc, les mutuelles de santé revêtent plusieurs formes en Afrique subsaharienne. Dr Diop a cité, non pas Dr Diop, le cher ami du Cameroun, il a cité des exemples de mutualisation du risque maladie au Cameroun. Il a parlé des chèques maladie
Au Burkina Faso, on distingue par exemple 5 types de mutuelles. Hein. Vous avez des mutuelles professionnelles, vous avez des systèmes de prépaiement qui s'apparentent donc au chèque maladie évoqué donc pour le contexte camerounais. Vous avez les systèmes de partage de coûts. Voilà. Bien. Donc, alors, cette expérience, on va dire cette expérience envers qui est une généralisation de la mutualisation du maladie, en ce sens qu'on touche le secteur informel, a connu voilà, on va dire des progrès assez mitigés, okay, dans les pays, notamment donc le faible taux de couverture, notamment le problème de satisfaction des assurés, notamment le type de paquet minimum, de paquet de soins qui est pris en charge. Donc, ce qui fait que, bon, beaucoup de pays n'ont pas enregistré véritablement des progrès notables dans ce domaine-là. C'est ainsi qu'à partir des années 2000, beaucoup de pays en Afrique subsaharienne ont mis en place ce que nous appelons les caisses nationales d'assurance maladie. On peut citer l'exemple du Gabon, on peut citer le Mali, aussi le Burkina Faso. Bien, alors ces caisses nationales d'assurance maladie, on peut dire que ça marque le point de départ vers l'universalité des systèmes d'assurance maladie. Les pays ne sont pas au même niveau de progrès. Certains pays ont des systèmes beaucoup plus universels. On a cité le cas du Ghana. Certains pays sont au début du processus sans définir la forme exacte, ou en tout cas sans tracer la trajectoire à suivre vers l'universalité du système. Je peux citer l'exemple du Burkina Faso, où il est défini une caisse nationale d'assurance maladie, dont le fonctionnement véritable sur le terrain à se faire. Bien. Alors, ce qu'il faut noter à cette étape, c'est qu'on peut identifier deux grandes tendances. À partir donc des années 2000, avec la mise en place des caisses nationales d'assurance maladie, on peut identifier deux grandes tendances. Il y a des pays qui essaient de mettre en place des architectures Je pense que nous avons une pause d'avion. Bien dit, il s'agissait d'une pause d'avion, merci. Nous avons des pays qui mettent en place une architecture institutionnelle assez innovante dans laquelle toutes les catégories de la population peuvent trouver une forme de protection. C'est le cas du Ghana, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Nigeria. Mais la deuxième tendance, on va revenir un peu sur les limites ou les difficultés que peut avoir chacune de ces tendances. La deuxième tendance, les États essaient d'être beaucoup plus pragmatiques avec un découpage de la population en donnant donc à chaque catégorie une couverture spécifique. Okay? Selon les moyens disponibles, c'est l'exemple du Sénégal, le Mali, le Rwanda et puis la Tanzanie. Voilà. Le Mali, par exemple, met l'accent sur le travail du secteur formel et rend donc obligatoire l'assurance. C'est à partir donc de là qu'elle est censée incrémenter donc au reste donc des couches de la population. Donc voilà ce que je peux dire sur la trajectoire des pays de l'Afrique subsaharienne vers la couverture sanitaire universelle, qui, on va le dire, qui connaît des ralentissements dans la mise en œuvre, souvent imputables donc voilà, je dirais à la volonté politique dans les différents pays. Merci. Et avec les 15 minutes qui nous restent, j'aimerais passer justement à la partie des défis de la CSU. Parce que pour atteindre cet objectif,
l'objectif que vous avez mentionné 2030, 2030, voilà. La trajectoire que vous avez présentée est jonchée de plusieurs obstacles. Et le premier obstacle que vous avez mentionné dans votre papier est celui de la référence à catégorisation. Donc, vous avez évoqué à plusieurs reprises le modèle bismarckien. Est-ce que on ne pourrait peut-être pas avoir, en fonction des évolutions, un modèle ghanéen ou un modèle rwandais qui semble être des modèles qui fonctionnent? Est-ce que les références, est-ce que il n'est pas nécessaire d'établir une nouvelle référence pour les pays d'Afrique subsaharienne? C'est une question, docteur Traoré. Bien, évidemment, c'est une question très pertinente et à laquelle il faut que les pays d'Afrique subsaharienne trouvent donc une réponse pertinente. Quand on parcourt un peu les expériences des pays, là où on peut entrevoir une grande typologie d'assurance qui est mise en place, c'est le cas du Ghana que vous avez cité tout à l'heure en fait. C'est un système d'assurance maladie nationale. Qui est un modèle assez récurrent, donc né dans les pays d'Asie du Sud-Est, avec une intervention de l'État. Et nous pensons que c'est très important, c'est comme je l'ai expliqué tantôt, des propositions théoriques testables que nous avons pu faire concourent à privilégier, à préconiser les assurances maladies obligatoires, donc universelles, avec une subvention des primes pour les groupes vulnérables dans nos pays. Ça, vraiment, c'est les résultats théoriques qui sont, en fait, c'est un résultat qui est dérivé à partir donc, des propositions théoriques sur l'optimalité des systèmes d'assurance maladie. Donc, il est bien que les pays s'y engagent vers un système universel avec une implication de l'État qui va avoir pour rôle majeur de couvrir les groupes vulnérables. Ça, c'est très important parce que quand on regarde un peu les expériences des pays, j'ai pris la première tendance qui consiste à avoir une architecture institutionnelle innovante telle que la Côte d'Ivoire en ciblant des groupes de population ne concourt pas à gérer de façon efficace le risque maladie. Dr Diop l'a dit. Vous voyez, comment est-ce qu'on va déterminer les primes pour ces différents groupes maladies, enfin, des groupes de population, et à la limite, comment on va les fédérer dans un système unique d'assurance maladie universelle. Je pense qu'il faut, dès le départ, avoir cette vision-là des modèles de référence vers lesquels on veut tendre et mettre en place voilà, toute une politique pour donc faciliter la mise en œuvre. Merci. Et Dr Diop, est-ce que dans le cas de la Mauritanie, vous avez un modèle de référence vers lequel vous tendez, ou êtes-vous en train de développer un modèle mauritanien peut-être? Bon, je ne dirais pas qu'on est en train de développer un modèle mauritanien, mais on va dire que c'est une capitalisation des différentes expériences qu'il y a en Afrique, mais en acceptant qu'il faut des phases. En fait, chaque pays est arrivé à un résultat, surtout quand les trois pays africains qu'il a cités, qui sont le Rwanda, le Kenya, le Ghana et la Tanzanie, ils ont commencé beaucoup plus tôt, par exemple, comme un pays comme la Mauritanie. Même par exemple le Sénégal qui a commencé avec les mutuelles. Aujourd'hui, on a compris que si l'État veut vraiment arriver à une assurance maladie universelle, c'est qu'il faut créer une organisation professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une entité de l'État. L'État est garant, l'État est porteur de risques. C'est pourquoi on dit que souvent les États sont déficitaires pour la protection sociale, de façon générale. Donc, oui, il faut que l'État soit garant. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, ces populations, elles doivent être protégées. Donc, il faut qu'il y ait une structure qui se repose sur l'État. Ça, c'est un. De deux, sa viabilité reposera sur un meilleur partage de risques. Ça veut dire, oui, au lieu de créer des petits programmes pour une partie aujourd'hui des handicapés, parce que la manière dont on définit la vulnérabilité, c'est que les gens oublient, c'est que tout le monde a une probabilité de tomber dans cette vulnérabilité ou d'être dans l'indigence. Tout le monde. C'est pourtant les modèles Bismarckiens et Beveridgiens sont dans cette dynamique-là. Comment est-ce qu'on protège finalement l'ensemble de la population
sans pour autant arriver à autant de stratification et autant de programmes. Ça crée beaucoup de fragmentation, ça crée une fragmentation des ressources, une fragmentation dans la gestion, et ce n'est pas tenable. Donc, nous, on a pensé qu'il faut quand même créer une caisse qui aura pour cette vocation de créer une assurance qui est sociale, dans laquelle l'État va subventionner. Mais du fait qu'aujourd'hui, dans le système de santé, les analyses montrent clairement que la capacité contributive de ces populations, qui, comme je le dis, à 53% dans les dépenses de santé, ce n'est pas négligeable, et qu'on devrait réduire à 20%. Donc, il est urgent, en fait, qu'on puisse couvrir toute la population. Maintenant, le modèle mauritanien a décidé d'arriver d'abord au modèle final, ça veut dire d'avoir une entité et d'avoir maintenant des entités déconcentrées au niveau des différents districts et communes pour pouvoir faciliter l'accès de la population à ces structures, à cette organisation. Donc, c'est comme si, au lieu de passer par des mutuelles, faire des faîtières, organiser ça de façon régionale et après au niveau national, nous on a dit national. Ensuite, on va vers le bas. Donc, comme ça, c'est progressif et on pense que ça peut se faire. Donc, peut-être beaucoup de pays aussi vont être dans cette même logique. On ne peut plus commencer par des mutuelles. On sait que ce n'est pas dur. Donc, mieux avoir un modèle central qui est un modèle de gestion qui est assez carré, qui est assez professionnel et qu'on réplique à des niveaux beaucoup plus bas et qui sont gérés. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est ça, parce que le RSB, c'est ça aujourd'hui. Il gère en fait tous ces anciens mutuelles qui étaient là, mais il a utilisé les ressources existantes. Donc, nous, on l'a juste inversé pour arriver au même résultat. On espère en tout cas. Et je pense que je pense que le docteur Traoré va dans votre sens en évoquant comme deuxième défi, le défi organisationnel, notamment avec la création de caisses nationales d'assurance pour faciliter un peu la mise en place de la CSU. Docteur Traoré, pouvez peut-être nous dire 2-3 mots sur les défis organisationnels que vous avez observés ou tirés des littératures que vous avez parcourues? À ce niveau, l'accent doit être mis sur le processus d'une meilleure implication sociale de la société. Compte tenu de nos contextes, quelles sont les différentes structures sociales de base sur lesquelles nous devons compter pour une opérationnalisation donc réussie donc de l'universalité donc de la mutualisation du risque maladie. Il faut penser donc aux organisations professionnelles, il faut penser par exemple au groupement de producteurs. Nous avons des pays qui sont majoritairement agricoles, donc, et les producteurs sont organisés en groupement, et c'est un capital social qu'il faut exploiter. Il faut aussi l'implication de la société civile, il faut compter sur l'implication de la société civile. Ça, c'est vraiment du côté social, comment asseoir une base sociale, comment fonder les bases même du système. Alors, il faut aussi penser à la bonne organisation de la structure du marché, au choix du type de la structure du marché de l'assurance. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il faut avoir donc des assureurs qui sont répartis au niveau régional dans le pays, ou bien il faut s'en tenir à une caisse unique d'assurance, comme cela semble être dans le cas de certains pays, ce qui n'est pas très efficace dans la mesure où on va tomber dans des systèmes de monopole avec donc les conséquences qui en découlent. Voilà. Donc ça, le deuxième sous-défi, c'est vraiment le type de structure. Comment est-ce que le marché est organisé de façon générale? Donc la solution ici, c'est vraiment privilégier donc un système qui soit beaucoup plus compétitif plutôt que d'avoir une caisse nationale. On peut avoir donc des caisses régionales qui sont donc bien sûr régies par la caisse nationale. Il faut identifier, autre sous-défi, le mode de financement le plus équitable. Nous en avons évoqué. C'est donc comment on organise le financement des systèmes, comment on choisit, comment on identifie l'assiette fiscale, comme il a dit tantôt, en tentant vraiment de minimiser les effets redistributifs donc, de l'impôt sur les groupes vulnérables. Donc, quand on fait un diagnostic donc, de l'assiette fiscale, il a parlé de cartographie, j'allais dire cartographie de l'assiette fiscale dans nos pays, on peut identifier évidemment des niches d'impôts qui peuvent donc contribuer à financer donc, le système. Pour peu que nous mettons en place, les pays mettent en place une organisation en tout cas en place.
Donc, les types d'impôts, ça pourrait être l'impôt sur les revenus fonciers, ça peut être l'impôt sur les transferts financiers, il a évoqué, ça peut être la taxe sur le trafic aérien, etc. Et enfin, il faut aussi penser à ce mécanisme qu'il faut mettre en place, cette structure, cette organisation qu'il faut mettre en place, qui va viser à compenser certains assurés si on opte pour un système beaucoup plus compétitif. Pourquoi? Parce que la cartographie du risque maladie n'est pas uniforme dans tous les pays. Vous avez des zones à forte vulnérabilité où les assurés seront confrontés à beaucoup de dépenses de santé, contrairement à d'autres assurés dans d'autres régions. Donc, il faut tenir compte de cette réalité et auquel on peut faire face, on peut être confronté dans chaque pays pour mettre en place donc, ce mécanisme de compensation entre assurés, le rôle que pourrait jouer donc la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc voilà ce que je peux résumer en termes de défis organisationnels que les pays en Afrique au Sud-Sahara devraient donc lever. Merci. Oui, et ce défi organisationnel, évidemment, s'accompagne d'un défi logistique. Vous pouvez peut-être continuer à nous dire un peu plus ce défi logistique. Bien, alors, vous voyez, c'est tout un mécanisme assez complexe. La gestion du risque maladie est un processus très complexe qui nécessite donc des moyens logistiques non négligeables, surtout pour la mobilisation, le traitement de l'information des données. Comment estimer les primes, Dr Diop l'a dit, comment déterminer donc les subventions de façon efficiente, c'est-à-dire il ne faut pas trop subventionner, il ne faut pas sous-subventionner également. Donc, il faut être en mesure de mobiliser l'information sur les profils de risque maladie, sur les assurés et gérer cette quantité d'informations qui puisse permettre donc au système de générer de façon efficace ces différents coûts-là. Un autre aspect très important comme défi logistique, c'est comment gérer d'ailleurs la prestation des soins des assurés. Pour l'exemple dans certains pays est que bon, les choses se font, les enregistrements, la gestion des dossiers se fait encore de façon manuelle, ce qui rend encore compliqué, ce qui joue sur la qualité des soins, ce qui impose des délais d'attente. Je pense qu'il faut y songer. Dans donc la gestion logistique qu'il faut en tout cas mettre en place pour pouvoir faire face à tout cela. Donc voilà un peu les objectifs qui sont assignés donc à ce niveau-là. Merci. Docteur Diop, vous semblez, de ce que vous avez expliqué précédemment, on comprend que vous avez un mécanisme, vous avez des mécanismes qui ont été mis en place avec des structures, une gestion de l'information, notamment pour la gestion du risque qui semble assez claire et précise et détaillée, avec une vision aussi très claire. Comment faites-vous face aux défis logistiques de la mise en place de toutes les structures que vous mettez, de tout ce que vous mettez en place en ce moment, tous les structures que vous comptez établir? Comment surmontez-vous les défis logistiques, notamment la gestion de l'information? Bon, je ne saurais encore trop m'avancer sur la question. Je pense que ce qu'on a fait, c'était un peu analyser comment arriver à une bonne gouvernance numérique de telle entité de gestion. Mais d'autre part, comme on dit, hein, on met en place un mécanisme de financement par la demande, mais de l'autre côté, on a l'offre de soins qui, quand on parle de la digitalisation, elle aussi doit être digitalisée. Donc, l'un des défis majeurs, en fait, c'est ça au niveau des prestataires de soins, surtout au niveau primaire. Hein. Encore au niveau hospitalier, maintenant, ils sont tous presque digitalisés. Donc, le niveau primaire, surtout dans le milieu rural, on aura beaucoup de contraintes opérationnelles. Mais bon, on essaie quand même de créer deux systèmes. Certes, on doit se reposer sur un système d'information digitalisé, mais de l'autre côté aussi, on pense à un support physique au cas où on rencontre des difficultés dans la phase opérationnelle. Mais bon, voilà, je ne pourrais pas trop m'avancer dessus, mais je pense que c'est les mêmes réalités que les gens ont eues quand ils ont voulu développer des systèmes d'information et les implémenter en Afrique. On est souvent face à une structuration des régions à une autre qui est très différente, à une acceptabilité aussi de l'innovation, parce que les prestataires de soins, certains sont très réticents au changement, donc ils ont des pratiques auxquelles ils sont habitués, donc ça va demander beaucoup de temps. Ça demande aussi de développer des nouveaux, une approche de renforcement de capacité, une approche de motivation de ce personnel de santé. Donc vous voyez, on ne peut pas jouer que sur
sur un seul point, mais c'est plusieurs aspects qu'il faudra tenir en compte Oui. afin de relever ce défi. Ok, merci. Nous arrivons au terme de notre webinaire. J'aimerais clôturer, si vous le permettez, avec un mot que vous avez employé, qui est celui de l'innovation. L'innovation, et ce sera certainement un des éléments sur lesquels on reviendra pour notre prochain webinaire, qui est prévu le 4 octobre, où nous aborderons la question de l'assurance maladie et du changement climatique. Notamment qui touche tous ces aspects de logistique, les aspects de mise en place organisationnelle, tous les défis auxquels sont confrontés les CSU, également une connexion directe avec le changement climatique. Alors, ce sera le sujet de notre prochain webinaire. J'aimerais clôturer celui-ci. Malheureusement, nous n'aurons pas plus de temps pour prendre d'autres questions, d'autres contributions, et remercier tous nos participants. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont participé à notre webinaire aujourd'hui, et je vous enverrai l'invitation d'ici la fin de la semaine pour notre prochain webinaire qui se tiendra dans 2 semaines exactement. Et lorsque le papier sera prêt également, parce que le papier est en cours de rédaction, lorsqu'il sera prêt, nous vous l'enverrons également, nous enverrons uniquement aux membres de notre communauté et à ceux qui ont participé, ceux qui souhaiteraient recevoir ce papier également pour peut-être apporter une contribution. Nous vous l'enverrons avant que nous puissions le publier dans un journal, dans une revue. Donc voilà, merci au docteur Ousmane Traoré, merci au docteur Malal Diop pour vos brillantes contributions aujourd'hui, et merci également à tous nos participants qui ont bien voulu être là aujourd'hui et qui ont alimenté cet échange avec leurs contributions. Je vous dis merci encore une fois et bonne fin de journée. À dans 2 semaines.